BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là comme chaque week-end, c'est De quoi je me mêle, votre rendez-vous dédié à la tech, que vous pouvez retrouver bien sûr sur les applis RMC, BFM Business, sur 01 TV, bien évidemment sur le site de 01net, et puis sur les chaînes 01 TV, vous le savez sur le câble et sur satellite aussi sur Fransat et sur BFM Business TV, le dimanche matin et à la radio aussi. Je suis ravi de vous retrouver avec un De quoi je me mêle spécial actu en ce week-end et bien évidemment, comme à chaque fois, vous pouvez réagir au contenu de ce De quoi je me mêle, le hashtag DQJMM sur Twitter, et puis aussi nous rejoindre sur la page Facebook. Merci d'être là et bienvenue. Et donc un spécial club de la presse Haïti à rallonge, et vous allez voir comme l'actu est chargée, ça va être un pur plaisir. D'autant que pour commenter toute cette actu, j'ai à mes côtés Raphaël Grabli. Salut Raphaël. Salut François. Journaliste donc à BFM Tech, et Emmanuel Paquette, l'indétrônable. Bonjour François. Journaliste à l'Express. Et oui, donc on va quasiment pendant 50 minutes évoquer toute l'actu de cette semaine, une actu qui est très chargée, vous allez voir. On va parler d'Elon Musk et de son système d'Internet par satellite, avec des chiffres. On va parler aussi de cette fameuse mise à jour, vous savez, iOS 14.5, avec toutes ces, on va dire, limitations concernant la vie privée qui a été instaurée par Apple. Quelles sont les conséquences ? On verra bien. On va parler du pass sanitaire. Mais pour débuter, on reste dans le domaine Apple, avec ce procès, vous le savez, qui s'est ouvert aux États-Unis il y a quelques jours, le procès Apple contre Epic. On va dire, ce sont les deux géants de la tech qui s'affrontent là. C'est un procès mémorable, Raphaël, qui a débuté, et petit à petit on commence à découvrir des petits secrets de l'arrière-boutique de ces géants, et c'est assez croustillant quand même. Nous on est avec les pop-corn, oui, c'est vraiment ça, on regarde les déclarations, voilà. Parce qu'en fait ce qui est génial dans ces procès, c'est que tout est pièce à conviction, et forcément les pièces à conviction c'est des mails sur des deals commerciaux hyper secrets en principe, qu'on du coup découvre comme ça, et donc on voit un peu l'arrière-boutique en fait, et c'est vrai que c'est du popcorn, quoi. On se régale. Franchement, c'est génial. On voit un peu l'ampleur des deals qui se négocient. On voit des mails en interne. Il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est pas très important. Mais Tim Cook, qui savait pas qui était Tim Sweeney, il dit mais c'est qui ce type là qui m'a envoyé un mail ? On l'avait vu l'autre fois, je crois. Oui. C'est quand même assez marrant. Bon, d'un côté, je vois pas Tim Cook jouer à Fortnite régulièrement, quoi. Ah, peut-être. C'est pas peut-être. Ça l'a dit. Mais donc voilà. Mais ce qui est important, évidemment, c'est l'enjeu de ce procès. Alors le jugement, ce sera rendu d'ici une quinzaine de jours, je crois. Et finalement, est-ce qu'Apple abuse au sens légal du terme ? Est-ce qu'il y a un abus de position dominante sur son App Store ? Est-ce que sa commission est trop élevée ? Mais en fait, les imbrications derrière sont absolument immenses, parce que derrière, ce qui découlera de ça, c'est est-ce que Apple devra baisser sa commission ? Parce qu'on rappelle que ce que reproche Epic Games à Apple, c'est une commission de 30% sur les achats in-app, c'est-à-dire les achats quand on passe par l'App Store, notamment, on va dire, le modèle économique, on peut le rappeler, de Fortnite, c'est tous les achats d'accessoires virtuels. Oui, parce que le jeu est gratuit, en fait. C'est ce qu'on appelle du free-to-play. Voilà. Le jeu est gratuit, c'est le nouveau modèle qui est en train de s'imposer de toute façon. Ils ont, rien qu'à eux, Fortnite a lui-même fait gagner, je pense, 5 ans à ce modèle de free-to-play, où on achète des V-Bucks, c'est-à-dire de la monnaie virtuelle, on va acheter des skins, enfin des danses, enfin voilà, plein d'accessoires numériques sur lesquels Apple prenait à chaque fois 30%. Sauf que évidemment Fortnite et Epic Games, alors ils en avaient un petit peu marre, donc ils ont dit à Apple, ok, maintenant on va proposer un autre système de paiement à nous, sans passer par l'App Store, pour qu'on puisse avoir l'ensemble du chiffre d'affaires et pas vous reverser la commission de 30%, ce qui évidemment est interdit sur l'App Store, parce que sinon ce serait un peu facile. Et donc l'enjeu, c'est à la fois, est-ce que les applis, les grands développeurs, donc derrière c'est pas Epic Games, derrière c'est Spotify, c'est Netflix, c'est tous les géants des services par abonnement ou qui passent par l'App Store, est-ce que demain ils vont proposer leur propre système ? Est-ce que la justice va obliger Apple à les autoriser à proposer leur propre système de facturation, voire carrément à proposer un autre magasin d'applications, ce qui là serait quand même un cataclysme, parce qu'Apple, c'est quand même historiquement, c'est dire, nous on sécurise tout, c'est notre problème, les applications, on s'en charge. Il y a une protection qui est quand même, faut le dire, plus avancée que sur Android, parce que tout est revu avant publication, ce qui n'est pas le cas sur Android. Donc c'est vraiment l'écosystème Apple qui est remis en question. Et donc on attendra ce verdict qui sera très important. On va en apprendre encore
plein pendant les 2 semaines qui vont arriver. Il va y avoir Tim Cook qui va notamment... Faut acheter du maïs, quoi. Là, faut acheter du maïs, du beurre et du sel, ou du sucre selon ses goûts. Voilà, mais clairement, faut regarder ça. Du caramel aussi autour. Voilà. Et puis, on a fait quelques découvertes. Peut-être, Emmanuel, je vais te laisser rebondir là-dessus, mais il y a déjà quelques découvertes très croustillantes qu'on a faites quand même, là, sur notamment les montants astronomiques dépensés par Epic Games pour son propre store, pour concurrencer Steam notamment. Et là, ils ont investi des centaines de millions de dollars. Oui, effectivement, comme le disait Raphaël, il y a eu beaucoup d'éléments et puis c'est perlé, donc je pense que tous les jours on peut avoir son épisode. C'est un peu du Netflix dans le jeu vidéo, quoi, donc c'est plutôt effectivement assez intéressant. Surtout que ce milieu est très caché, quoi, très secret. C'est caché d'une part parce que Epic Games n'est pas coté en bourse, donc de fait on n'a pas accès aux chiffres. Et là d'un coup, en fait, d'une certaine manière, c'est plus les coulisses d'Epic Games qu'on est en train de découvrir, davantage que celles d'Apple, ce qui est quand même un peu paradoxal puisque le procès vient d'Epic Games quand même à la base. Et donc on a découvert que la société avait fait 13 milliards de dollars de chiffre d'affaires en l'espace de 3 ans avec un jeu, en l'occurrence Fortnite. Incroyable. Et qu'en revanche, la société a dépensé 11 millions de dollars pour acquérir 35 jeux gratuits à distribuer sur les plateformes Android et iOS pour essayer d'avoir pas seulement de pas marcher sur un seul pied, même aussi fort soit-il, c'est-à-dire Fortnite, mais développer aussi d'autres jeux et d'autres sources de revenus supplémentaires. Donc on voit toute la stratégie d'Epic Games qui est plutôt intéressante. Alors moi, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est hier, on a découvert que Microsoft venait au secours d'Epic Games en disant, mais nous, on a essayé de développer xCloud, donc notre service de jeux vidéo dans le cloud, en développant une appli pour Apple, et Apple nous a refusé à plusieurs reprises l'application, en disant, non, vous n'avez pas le droit, puisque chaque jeu vidéo doit être téléchargé en tant qu'appli individuelle, et on ne veut pas qu'une appli centralise l'intégralité des jeux vidéo existants. Et là, on va dire, le tour de passe-passe de Microsoft, c'est de jouer via le navigateur de l'iPhone, en Exactement. fait. Exactement. C'est ça, c'est qu'aujourd'hui, un navigateur, c'est tellement puissant qu'on peut faire tourner des jeux Il y a une tonne d'applications qui sont en fait ce qu'on a dans un navigateur avec des web apps, comme on dit. Des web apps, c'est ça. Donc c'est... Et d'ailleurs, la juge n'a pas compris. Donc c'est pour dire à quel point, parce qu'elle a dit, mais je comprends pas, parce que vous proposez Netflix sur iOS. Netflix, c'est bien une bibliothèque de films. Et là, ça vous pose aucun problème, Apple. Pourquoi, quand c'est du jeu vidéo, vous voulez pas une bibliothèque de jeux vidéo ? Vous voulez des applications par jeu vidéo. C'est intéressant, d'ailleurs. Ouais. Donc, elle a posé des questions qui ont et Apple n'avait pas vraiment de réponse pour l'instant. C'est pas très, très clair. Et surtout, alors là, le truc, moi, qui m'a scotché, c'est qu'une boîte française s'est invitée dans le procès. Donc, c'est Shadow, qu'on connaît tous. Microsoft a dit, nous, quand on a vu que notre appli ne pouvait pas être disponible sur iOS, pour des raisons qu'on ne comprenait pas, on a vu Shadow arriver. Donc, Shadow, on vous rappelle, c'est cette application qui permet notamment de jouer aux jeux vidéo dans le cloud, mais également d'avoir des applications qui tournent sous Windows, en fait, comme un PC à distance. Qui vient d'être acheté, d'ailleurs, à la barre. Exactement, par OVH. Par Octave Klaba, donc qui est le propriétaire d'OVH. Exactement, pardon. Et donc là, effectivement, Microsoft a dit, on a envoyé un mail à Apple en disant, mais pourquoi Shadow a son appli et nous, on n'y a pas droit ? Et quelques jours plus tard, Shadow était banni de l'App Store. C'est dingue, quand même. Et est revenu à plusieurs reprises. Et donc Shadow, un dirigeant de Shadow a été donc entendu, et lui a expliqué, en fait, on a essayé de montrer à Apple qu'en fait, on n'était pas une appli de jeux vidéo, mais une appli pour se passer d'un ordinateur à distance. Donc ça permet le jeu vidéo, effectivement, mais ça permet aussi de la bureautique, etc. Et c'est comme ça que, finalement, l'appli Shadow est revenue sur l'App Store. Quelle histoire, incroyable. Mais qu'est-ce qui va se passer à votre avis ? Est-ce qu'on sent déjà la balance pencher d'un côté ou de l'autre ? J'ai pas l'impression qu'on ait une tendance. Ça me paraît un peu tôt parce qu'il faut aussi tout le passage Tim Cook et tout le passage Apple. Ça me paraît, parce qu'en fait, je parlais des implications, mais en fait, ça va même encore plus loin parce qu'on l'a quand même oublié. Mais Epic Games cet été, quand il y a eu vraiment la campagne de com sur Free Fortnite, initialement, c'était pas que Apple, c'était Apple et Google. Oui, c'est vrai. Ça, on l'a oublié, mais finalement, depuis quelques mois, c'est Fortnite Epic Games versus Apple. Oui, et Google n'est plus dans le coup. Mais Google n'est plus dans le coup. Sauf que si derrière, si un juge dit non, 30% c'est trop. C'est 20%, mais enfin Google c'est 30% aussi. Donc ça veut dire que derrière Epic Games ils vont dire ok, on a baissé à 20 chez Apple, on veut aussi 20 chez Google. Donc ça derrière ça va être une implication. Et puis derrière Spotify va dire attendez, moi aussi je suis à 30 chez Google. Donc les implications peuvent être infinies. Alors j'ai appris des trucs très intéressants puisque dans Tech & Co que j'ai le plaisir d'animer sur BFM Business, j'ai reçu le patron de Deezer il y a quelques jours, Louis-Alexis de Gemini, à qui j'ai posé cette question
question justement. Est-ce que vous trouvez que c'est du racket le fait que Apple vous prenne 30% sur les abonnements de Deezer? Alors, ce dont j'ai appris, c'est que la première année, c'est 30%. La deuxième année, c'est 15%. Oui, il divise par deux. Il divise par deux. Et typiquement, pour le modèle économique de Deezer, en fait, 30%, c'est exactement le montant de leur marge. Oui, c'est fou. C'est-à-dire que, en fait, Deezer, la première année, ne gagne pas d'argent sur les 10 € par mois qu'on leur donne via l'App Store, en fait, puisque Apple prend 30%, et ces 30%, c'est leur marge, en fait, c'est la marge de Deezer. C'est pour ça qu'Apple a fait quelque chose que je trouve assez intelligent, qui coûte pas grand-chose, mais qui, d'un point de vue marketing, est très intéressant, c'est de dire on divise par 2 pour tous les petits développeurs, c'est-à-dire que c'est 15% dès la première année, pour tous les développeurs qui font moins d'1 million de chiffre d'affaires, ce qui représente, je crois, 98% des développeurs. Donc, ce qui pour Apple en valeur ne représente pas grand-chose, parce qu'évidemment, les plus grosses sources de revenus, ça vient des gros développeurs. Mais après, en fait, on arrive sur une autre question. C'est qui est le plus fort ? Qui est le plus fort entre Apple et Netflix, par exemple, pour l'utilisateur ? Netflix a une image tellement forte, on veut Netflix. Et Netflix peut se permettre de dire « je ne permets pas aux utilisateurs de s'abonner sur un iPhone parce que Netflix est tellement fort que l'utilisateur qui veut Netflix, s'il faut qu'il aille prendre son ordinateur et s'abonner manuellement, il le fera. » Donc la question, c'est quelle est la taille et la puissance de l'entreprise qui fait qu'à un moment, l'utilisateur, si on ne peut pas s'abonner sur son iPhone, ne va pas dire « bon, laisse tomber, je passe à autre chose ». Non, il va quand même s'abonner. Et pour Spotify, pour Netflix, peut-être pour Deezer aussi, il y a cette puissance-là. Et après, il y a aussi quand même une différence. C'est que ce qui n'est pas le cas avec Epic Games, c'est que pour Deezer et Spotify, Apple propose Apple Music. Donc, il y a la question de la concurrence qui se pose derrière. Apple n'est pas un géant du jeu vidéo, même s'il y a Apple Arcade. Mais qui est aujourd'hui... Qui représente pas grand-chose. Mais voilà, donc il y a en plus le fait de derrière proposer Apple Music. Et puis l'Europe aussi, c'est-à-dire que là il y a ce procès, on va dire Apple contre Epic, mais il y a aussi l'Europe qui pointe du doigt Apple justement. Oui, effectivement. Alors au niveau européen, c'est pour deux raisons. La première raison, c'est de faire en sorte qu'on est obligé de passer donc par l'App Store, comme le disait Raphaël, pour télécharger une application. Donc le rôle de ce qu'on appelle le gatekeeper, de gardien du portail. Enfin, je sais pas comment on peut traduire bien mieux. Gardien du temple, ouais. Gardien du temple. Et puis le deuxième élément qui est de dire, en plus, le système de paiement, vous êtes obligé de passer par Apple. Donc il y a une double contrainte. Et donc la Commission européenne aimerait que voire les deux contraintes, il puisse y avoir des alternatives dans un environnement concurrentiel. La vraie question que ça pose derrière, aux États-Unis comme en Europe, ce qu'on va pouvoir voir, c'est quel est le marché pertinent. Parce que la démonstration d'Apple, c'est de dire qu'en fait, le marché pertinent, c'est pas le smartphone. Le marché pertinent, c'est l'ensemble des plateformes. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous voulez télécharger Fortnite, ils disent, vous pouvez aller sur la PlayStation, vous pouvez aller sur un PC. Donc en fait, il n'y a pas que les smartphones Android et pas que les smartphones iOS. Donc s'ils ne sont pas contents des conditions iOS, vous pouvez aller ailleurs. Donc la question est de savoir quel est... Alors je suis désolé, le marché pertinent, c'est pas très sexe, mais c'est en concurrence. C'est quel est le marché pertinent ? Est-ce que c'est celui des smartphones ? Dans ce cas-là, Google et Apple seront dans l'embarras, puisqu'ils ont la majorité à eux deux, c'est un duopole sur le marché des smartphones. Ou est-ce que le marché pertinent, c'est celui du numérique au sens large, donc avec les PC, les consoles de jeux ? Et là, du coup, on n'est plus dans un marché duopolistique, on est dans un marché où il y a plus d'acteurs. Après, ça dépend du type d'appli, parce que sur du jeu vidéo, c'est évident que ça peut paraître logique que, évidemment, les consoles et le PC soient concernés. Sur du Spotify, c'est moins évident, parce qu'on écoute quand même beaucoup sa musique sur son smartphone. Il suffirait de faire un audit pour se rendre compte que la plupart des utilisateurs sont sur smartphone, en fait. C'est ça le truc. Oui, mais après, tu peux dire, regardez, l'usage de Spotify et Deezer va énormément se développer sur les enceintes connectées. Oui, mais donc, c'est pas le cas pour l'instant. Donc c'est peut-être moins pertinent. C'est moins pertinent. Mais ça est en train de se développer sur la voiture. Vous savez, sur les systèmes embarqués où Spotify peut être mis, par exemple. Mais ce qui est intéressant derrière tout ça, c'est qu'on voit que Apple, et on l'a commenté la semaine dernière, a des résultats financiers incroyables. Est-ce que finalement on n'est pas en train de vivre un tournant dans les services ? Si Apple perd son procès contre Epic et qu'ils sont obligés de réduire leur marge, si Apple perd en fait son procès contre l'Europe, et en tout cas si l'Europe leur tape sur les doigts, est-ce que ça peut pas remettre en cause un petit peu ces résultats financiers flamboyants, Je pense que ce sera moins dangereux pour Apple de se voir imposer une marge maximale, mais tout le monde va perdre, parce que la marge de 30%, il faut dire quand même quelque chose. C'est la marge un peu standard aujourd'hui. Alors, ce qui est vrai, c'est que sur son propre store, Epic Games a une marge qui est inférieure, c'est 12 à 15%. Mais la marge de 30% aujourd'hui,
elle est quand même utilisée, il me semble, évidemment chez Google, mais chez Amazon. Enfin, c'est une sorte de marge standard, les 30%. Donc, si demain, un juge dit à Apple, c'est 20%, ça risque aussi de faire jurisprudence. Mais je pense que pour Apple, parce qu'il me semble que les revenus de l'App Store, ça doit être à peu près 20% de ses revenus globaux. Oui, mais ils augmentent d'année en année. Hein. Mais ils augmentent d'année en année. Mais donc, du coup, s'ils perdaient 10% de 20%, bon, ce serait important. Oui, mais ils par pourraient contre, s'en remettre. je pense qu'il serait plus dangereux, c'est qu'ils soient obligés d'accepter un autre magasin d'application. Ouais. Parce que là, ils perdraient beaucoup plus gros. Et en plus, il y a un argument qui est quand même non négligeable, c'est l'arrivée d'un autre magasin d'application sur iOS. C'est une mise en danger du principal argument d'Apple, c'est la protection de la vie privée et de la bonne sécurisation. Et ça, ce serait dramatique parce que moi, par exemple, en tant qu'utilisateur d'iPhone, plus qu'Android, par exemple, je peux aimer Apple parce que c'est plus sécurisé. Et ça peut poser problème s'il soit contraint de faire entrer un autre magasin d'application. Après, tu pourrais très bien dire, moi, je mise sur la sécurité sur mon iPhone, j'installe pas ce deuxième magasin d'application et j'accepte les règles d'Apple. Mais en tout cas, ça permettrait d'avoir le choix. Clairement. Mais en tout cas, je pense qu'Apple a peut-être plus à craindre de ce côté-là qu'une baisse de la marge qui finalement devra... La boîte de Pandore, on est d'accord, c'est un deuxième store, en fait. C'est ça, à mon avis, plus qu'une baisse de la commission. Et après, la baisse de la commission, dans ce cas-là, est-ce que c'est 20, est-ce que c'est 22 ? Oui, finalement, ce sera à la marge pour Apple. Autre sujet qui a fait du bruit, c'est Facebook et Donald Trump, qui est toujours persona non grata sur Facebook, qui veut commencer là-dessus. Ça a été, c'est le conseil de surveillance de Facebook. D'ailleurs, rien que ce truc-là, c'est assez étonnant. C'est la Cour suprême de Facebook. La Cour suprême de Facebook, exactement. Qui n'a rien à voir avec une Cour suprême juridique. C'est vraiment... Non. Enfin, on dirait, ici croit. Je suis désolé, moi, la Cour suprême de Facebook, j'ai l'impression de voir des enfants avec des faux costumes de magistrats et de procureurs qui sont en train de jouer. Non, mais c'est vrai, c'est un truc de dingue. Même avec le les popcorn au milieu. Il en continue dans les popcorn, mais il y a un côté un peu gênant même. On est obligé, c'est l'actu, mais on se retrouve à commenter des décisions d'une Cour suprême comme si Facebook était un État. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Mais aujourd'hui, c'est plus de 2 milliards d'abonnés. Mais moi, il y a quelque chose qui me pose problème quand même là-dedans. Non, mais je pense que Raphaël souligne le point le plus important, c'est-à-dire que cette Cour suprême, si elle était totalement indépendante, on pourrait estimer que c'est une cour, d'une certaine matière, ce qui n'est pas le cas, puisqu'effectivement, elle est rémunérée par Facebook, les gens ont été choisis par Facebook, les mandats sont contrôlés par Facebook, donc on voit que c'est une Cour suprême. Et ils font semblant d'être très méchants pour montrer qu'ils sont indépendants. Ils tapent sur Facebook dans toutes leurs décisions. On ne remet pas en cause la décision, qu'ils bannissent ou pas Facebook finalement. Mais alors d'ailleurs, ils ont. Ils bannissent. Alors non, ils ont un peu déglingué Facebook quand même, ce qui était quand même assez marrant, parce qu'ils ont dit. Donc je rappelle, Facebook a suspendu Trump indéfiniment. Parce qu'il y a eu le Capitole. Comme Twitter, d'ailleurs. Twitter, ils l'ont banni. C'est défini. Twitter, c'était défini. Ils ont dit, c'est fini. Voilà. Facebook, ils ont dit, c'est Zuckerberg en plus qui a annoncé ça. Donc, il y a un côté purement arbitraire en disant, Donald Trump va être banni, va être suspendu indéfiniment. Jusqu'à quand, on ne savait pas. Donc, ça, c'était le 7 janvier. Facebook a dit, tiens, on va demander à notre Cour suprême ce qu'il faut en penser. Je laisse la patate chaude à la Cour suprême. Ce qu'il faut en penser. Je l'ai payé assez cher. Ça, c'est eux qui vont. La Cour suprême dit, en gros, oui, il fallait suspendre Donald Trump sur le moment parce qu'il racontait n'importe quoi et que ça mettait des vies en danger. D'ailleurs, il y a eu des morts. Bien sûr. Par contre, rappelons-le, au Capitole. Par contre, votre histoire de suspension indéfinie, ça n'existe pas dans vos conditions, donc c'est totalement arbitraire. Donc vous avez fait n'importe quoi, vous avez paniqué, vous avez fui vos responsabilités. Deuxièmement, vous nous demandez de choisir à votre place une sanction. On va pas le faire, c'est à vous de le faire parce que vous n'avez pas à fuir vos responsabilités. Donc démerdez-vous. Donc résultat, la Cour suprême de Facebook, en plus d'être un espèce d'ersatz de fausse Cour suprême, dit à Facebook, vous êtes arbitraire, vous avez fait à peu près n'importe quoi, vous avez agi dans la précipitation et démerdez-vous. Donc, je ne sais même pas quoi en penser. Donc, résultat, Facebook devra se reprononcer dans moins de 6 mois pour dire s'ils bannissent Donald Trump ou pas. À mon avis, ils vont le bannir. Mais moi, encore une fois, cette histoire c'est un théâtre. C'est un théâtre orchestré par Facebook avec une fausse Cour suprême qui fait semblant d'avoir une autorité indépendante. Je trouve ça déplorable. Mais comment faire alors dans ce cas précis ? Alors, qui aurait pu décider là où je suis un petit peu moins critique que Raphaël, c'est que la Cour a dit, effectivement, a laissé 6 mois supplémentaires à Facebook, mais pour clarifier sa politique en la matière. Donc, ce qui veut dire que dans les 6 mois, on devrait avoir une politique un peu plus claire de Facebook sur quand est-ce qu'un compte est banni, sur combien de temps et sur
pour quelle raison surtout ? Parce qu'aujourd'hui, certes, il faut qu'il y ait une proportionnalité entre ce qu'on peut dire, ce qu'on peut faire, et le fait d'être banni de Facebook. Il ne faut pas qu'on soit banni parce qu'on a montré, par exemple, un sein, comme ça a pu arriver, surtout quand c'était une œuvre d'art, par exemple. Donc voilà, il y a une question de transparence de cette politique interne de Facebook, qui aujourd'hui n'existe pas, que personne ne connaît vraiment. Oui, on connaît les grosses lignes, les grandes lignes, on les connaît. Mais dans le détail, et là on arrive à des niveaux de détail qui font que ça devient arbitraire, comme le disait Raphaël, et là c'est plus possible. Donc la Cour suprême demande simplement en fait à Facebook du temps pour détailler sa politique de transparence. Oui, le mode d'emploi, du bannissement ou pas de Facebook. Ouais. Enfin, à chaque fois, il y a eu déjà plusieurs jugements, entre guillemets, plusieurs décisions de la Cour suprême, notamment des suppressions, notamment sur des publications sur la chloroquine pendant la pandémie, etc. Puis à chaque fois, quand même, et là, oui, je suis d'accord, ils disent à Facebook, votre système de modération est totalement opaque, il faut le rendre transparent. Sauf que ça fait des années qu'on demande à Facebook, au fait, quand vous supprimez une publication, dans combien de pourcents des cas c'est un humain, combien de pourcents des cas c'est un algorithme ? Ah non, ça on va pas dire. Bah non, évidemment, parce que s'ils disent, désolé, les humains c'est dans 0,01% des cas, on va peut-être leur dire, faut peut-être embaucher des humains et payer des gens, et ça va vous coûter très cher. Donc évidemment, Facebook n'a aucun intérêt à être transparent là-dessus. Donc je suis curieux de voir jusqu'à quel point ils vont être transparents. Ouais. À côté de ça, Donald Trump continue à jouer au golf en Floride tranquillement et crée son propre média en quelque sorte, hein, c'est ça Mais ils avaient annoncé, alors c'était pas lui, je crois que c'est ses proches qui avaient dit en mars, Donald Trump va revenir en ligne avec un super réseau social et tout. Alors en fait, il a créé un réseau social, ça ressemble à Twitter, il est tout seul. Ah oui. Donc on parlait d'enfants tout à l'heure qui jouent au juge, là on va trouver un enfant qui va jouer au président, il est tout seul, enfin l'ancien président. Ouais, c'est un blog, hein, ça ressemble à un fil Twitter, il a lancé son blog hier, donc c'était assez... on peut rien faire à part lire ses messages, quoi. Là, pareil, je trouve qu'il a fait un truc qui était assez malin, c'est qu'en face de chacun de ses pseudo-tweets, il a mis les logos de Facebook, Twitter et LinkedIn. Pour qu'on puisse reposter. Et en fait, pour qu'on puisse reposter, c'est-à-dire que lui, qui est exclu, demande à ses soutiens de publier pour lui, en fait. Mais comme dans les blogs, comme dans les blogs, c'est vrai. Un article partagé sur les réseaux sociaux. Comme lui est banni, ça lui permet de revenir par... Si vous êtes avec nous à la télé, on a vu donc le défilé de ce site, et c'est vrai qu'on est pile poil, c'est vraiment des petits textes, avec à côté le partage possible, donc ça ressemble vraiment à Twitter. C'est du microblogging, mais tout seul. Du microblogging, voilà. Il y a même le petit cœur, style like de Twitter, mais qui ne sert strictement à rien. Non, on peut cliquer, j'ai essayé, on clique, alors le cœur devient rouge, mais il n'y a même pas de compteur, on ne peut pas déliker quelque chose. Enfin, c'est un peu, il y a un côté quand même un peu comique, mais si ce n'est, n'empêche que cette plateforme n'est pas anodine parce qu'il va pouvoir communiquer d'une autre façon. C'est vrai, il y a des gens qui vont aller, mais clairement, on verra très peu des messages de Donald Trump faire irruption sur son fil Twitter comme on l'avait évidemment jusqu'au 6 janvier. Oui. Et puis il a critiqué la décision de la Cour suprême de Facebook justement, et en disant que la démocratie se vengera à un moment ou à un autre. Donc il appelle républicains et démocrates. D'ailleurs les républicains se sont rangés derrière Donald Trump pour le coup, en critiquant la décision de la Cour suprême de Facebook, en disant que c'était pas normal. Même pour revenir sur ce que disait Raphaël, la première fois, lors de la première sanction le 7 janvier, il y a d'autres chefs d'État qui s'étaient rangés derrière Donald Trump, dont Angela Merkel notamment, et puis Navalny aussi, Alexei Navalny, qui avait critiqué en disant mais c'est quand même une boîte privée qui est en train de censurer un dirigeant politique, même si on ne peut ne pas être d'accord avec ce qu'il dit. En tout cas, ça a questionné beaucoup d'hommes politiques sur la planète. D'ailleurs, la Cour suprême de Facebook va même dans le sens opposé encore plus, puisque dans sa décision, elle explique, parce qu'il y a cette politique de Twitter et de Facebook de dire quand c'est une personnalité publique, un dirigeant, c'est un contenu qui est donc d'intérêt public, un intérêt supérieur, et donc même si cette personne ne respecte pas les règles, on laisse les messages, qui étaient la politique jusqu'alors, avant que ça mette des vies en danger, on laisse publier parce que c'est d'intérêt public. Et la Cour suprême dit non. Si c'est dangereux, il faut adapter vos règles, mais il faut les appliquer à tous et à toutes. Voilà. Sujet éminemment complexe, mine de rien. Et on voit aujourd'hui, quand on voit la puissance de Facebook, c'est vrai que on se pose des questions. On enchaîne avec un autre sujet. Alors cette fois-ci, étonnant. Alors étonnant parce que on rentre un petit peu, on s'immisce dans la vie privée de personnages qui ont été hyper médiatisés. C'est le divorce entre Bill Gates
Gates et Melinda Gates, hein, un couple voilà, très discret, mais malgré tout hyper médiatisé, qu'on voyait souvent à la télévision lors de cérémonies, etc. Et bien voilà, une histoire qui se termine. Beaucoup de médias en ont parlé, c'est étonnant, hein, parce que c'est à mi-chemin entre les tabloïds finalement et la tech, hein, parce que voilà, on se dit tiens, c'est une page qui se tourne pour ce couple. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Emmanuel? Alors tabloïd, d'une certaine manière, c'est eux-mêmes ont communiqué dessus. Hein. Ils ont tweeté et Bill Gates, c'est eux qui ont annoncé sur Twitter leur séparation. Avec un communiqué commun, hein. Séparé. Enfin, qui était en fait, Bill Gates a fait son tweet et Melinda a fait son tweet de son côté. Commun dans le sens, c'était le même communiqué. C'était le même. Voilà, sur le fond, c'était la même chose. Ouais. C'est ça, exactement. Et c'est vrai qu'on s'y intéresse aussi parce que derrière, il y a des sommes d'argent qui sont considérables. Il se trouve que, comme le disait aussi Raphaël tout à l'heure, c'est que ce qui est génial aux États-Unis, c'est que les documents sont publics et donc la procédure de divorce l'est aussi, et c'est là où on voit qu'ils étaient mariés sous la communauté de biens, comme on dit en France. Donc normalement, Melinda Gates devrait avoir la moitié de la fortune de Bill Gates, donc qui est évaluée à, de mémoire, hein, je ne veux pas dire de bêtises, mais 124 milliards de dollars. Alors, il y a quasiment plus d'actions Microsoft, hein, il détient 1,3% d'actions Microsoft. La majorité de son argent est géré par un fonds d'investissement qui lui-même a investi dans différentes entités. Ça peut aller, par exemple, du chemin de fer au Canada à un embouteilleur pour le Coca, par exemple. Et donc, Bill Gates fait prospérer, en fait, son capital. Exactement, qui va financer après la fondation. C'est ça. Donc, Bill et Melinda Gates, ou Melinda et Bill Gates, je ne sais plus dans quel ordre, et qui, aujourd'hui, aide justement les enfants à la vaccination dans les pays africains notamment. Donc on voit qu'il a utilisé son argent de Microsoft pour le placer dans des fonds qui lui-même génèrent de l'argent pour financer la fondation. Et les deux ont dit qu'ils allaient continuer à travailler ensemble pour le développement de la fondation. Mais effectivement, ils se séparent. Et donc Bill Gates a donné 2,4 milliards de dollars de parts de cette entité qui s'appelle Cascade Investment à sa femme. C'est le premier montant qui a été divulgué dans la procédure de divorce. Ouais, alors... Au-delà de ça, bon, après c'est leur vie privée, évidemment. Voilà, ils font ce qu'ils veulent et voilà, c'est normal. Hein, ça arrive dans toutes les familles, dans tous les couples. Est-ce que ils vont continuer à faire ce qu'ils ont fait, qui est formidable, hein, la santé en Afrique, la vaccination. Enfin, je veux dire, c'est une fondation qui a dépensé des dizaines de milliards. Ouais, a priori 50 milliards. Ouais. 50 milliards, c'est incroyable. Il y a, j'invite ceux qui nous écoutent ou ceux qui nous regardent à regarder le doc Netflix sur Bill Gates, qui est quand même vraiment sympa. Alors, c'est un documentaire très très bienveillant. Oui, c'est ça. Un peu trop. Oui, un peu trop. Très bienveillant. N'empêche ça reste c'est passionnant. Ça reste intéressant sur ce qu'il fait, sur son concours pour trouver des toilettes, justement pour implanter des toilettes en Afrique, sur le nucléaire. Ça montre un peu ses projets en dehors du côté. Évidemment, il ne va pas titiller Bill Gates. Mais ça reste intéressant. Le seul truc, sans évidemment commenter la partie vie privée, c'est que le fait qu'il publie en même temps le même communiqué, je pense que c'est un signe pour dire tout va bien se passer, et puis ça se fait dans de bons termes et la fondation va prospérer et on va continuer à travailler. L'idée à mon avis c'est que ça changera rien pour cette fondation. Voilà. Espérons-le. Juste pour les enfants, en revanche, c'était déjà réglé. Hein, c'est-à-dire que ils n'avaient pas grand-chose. Voilà. J'aimerais bien avoir leur pas grand-chose. 10 millions de dollars chacun. Voilà. Combien ? 10 millions de dollars. 10 millions de dollars chacun. Mais pas plus. Ce qui est rien par rapport à la fortune. Non, ce qui est pas mal. Mais ce qui est vraiment, on va dire, une poussière. Hein. Par rapport à 100... Incroyable. Ouais. Oui, mais c'était pour aussi protéger leurs enfants, de ce que j'ai compris, de ne pas leur faciliter trop la vie et qu'ils aient à gérer tout de suite des sommes extrêmement importantes. Bon, avec 10 millions, on peut vivre quand même convenablement, je pense. Hein, mais beaucoup de gens aimeraient les avoir. Hein. Pas à New York, ceci dit, à mon avis. New York, on tient 2 mois, je pense. Oui, surtout quand on s'appelle Gates. Ça, c'est clair. Quoi qu'ils doivent avoir des prix sur les licences Windows. Voilà, je pense, c'est ça, ils ont du Office. Ils en ont à vie, en fait. Ouais. Bon, messieurs, on revient dans un instant pour la deuxième partie de ce De quoi je me mêle. Vous restez là. On va parler d'Elon Musk, on va encore parler d'iOS avec donc cette nouvelle mise à jour iOS 14.5 qui embête beaucoup certaines applications, dont Facebook finalement. Hein. On parle toujours des mêmes, mais vous allez voir, là, ça va être un angle différent. À tout de suite, donc, on revient dans 1 minute. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.